Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux moyennes et au traitement du signal. Voyons tout d'abord les différentes sortes de moyennes que l'on peut utiliser dans le cadre du traitement du signal. Tout d'abord la moyenne arithmétique qui est celle qu'on utilise habituellement dans notre environnement normal. Par exemple, pour calculer une moyenne sur 10 notes, nous faisons la somme des différentes notes divisée par le nombre total de notes. Le résultat ne donne évidemment qu'une seule valeur et on perd ainsi toutes les variations possibles du signal. On n'est pas obligé de mémoriser obligatoirement toutes les valeurs des différents échantillons, mais on peut très bien utiliser la formule qu'on appelle récursive ici, où on reprend l'ancienne valeur de la moyenne pour la multiplier par le nombre d'échantillons moins 1, lui additionner l'échantillon actuel et diviser le tout par le nombre d'échantillons. Ceci permet donc de n'avoir en mémoire que deux valeurs, la valeur de l'échantillon actuel et la valeur de la moyenne antérieure, sans devoir mémoriser tous les échantillons. Pour avoir toujours la notion de la variation des différents échantillons, une solution est d'utiliser la moyenne glissante. Cette moyenne se fait sur ce qu'on appelle une fenêtre de longueur K. Cette fenêtre correspond en fait à un certain nombre d'échantillons et cette fenêtre va être glissée tout le long des échantillons. Concrètement, cela donne ceci. Si on a par exemple la suite de nombres telle qu'on la voit ici, on choisit une fenêtre de longueur 4. On va donc prendre les 4 premiers échantillons et on fait la moyenne sur ces 4 premiers échantillons. Dans le cas précis, on obtient une valeur de 3,75. On continue en décalant la fenêtre d'un échantillon, comme ceci, et on refait la même opération. En calculant la moyenne sur les 4 valeurs que l'on a ici, on obtient cette fois-ci une valeur de 4. On voit donc que la valeur moyenne évolue en cours du temps. Si je décale encore une fois ma fenêtre d'un échantillon, on calcule à nouveau la nouvelle valeur de la moyenne, on arrive à 3,75 cette fois-ci, et ainsi de suite. Donc on arrive cette fois-ci à avoir une moyenne qui va évoluer en fonction du temps. Si on s'intéresse à l'effet du calcul de la moyenne sur le bruit, on peut montrer que la valeur efficace du bruit est divisée par la racine de m. Concrètement, si on fait une moyenne glissante avec une fenêtre de 100 échantillons, cela signifie que la valeur efficace du bruit sera divisée par 10. Une autre moyenne très fréquemment utilisée en électronique est ce qu'on appelle la moyenne mobile exponentielle. Elle se caractérise par la formule illustrée ici, avec la particularité que les différents échantillons sont pondérés avec un coefficient de type exponentiel, comme on le voit sur la figure ici. L'échantillon actuel a un poids de 1, l'échantillon immédiatement suivant a un poids légèrement inférieur, ainsi de suite, tout ceci avec une décroissance de type exponentiel. Le poids des coefficients s'exprime avec cette relation ici, alors que l'exponentielle s'exprime de cette façon ici. Si on effectue un développement en série sur l'exponentielle et puissance alpha, le tout à la puissance i, on arrive, en ne prenant que le premier terme, à une expression ici du genre 1 moins alpha, qui sera évidemment mis à la puissance i. Donc on retrouve bien l'expression qu'on a ici au départ sur le poids des différents coefficients. L'avantage de la moyenne mobile exponentielle, lorsqu'on la met sous sa forme récursive ici, est qu'elle ne fait intervenir qu'un seul élément à mémoriser en plus de l'échantillon actuel. D'autre part, les opérations mathématiques à effectuer sont relativement simples à réaliser.
On a 2 multiplications. On verra par la suite qu'on peut encore simplifier ce calcul. Par exemple, si on pose b égale 1 sur alpha, dans toutes les expressions que nous avons vues précédemment, alpha est nettement plus petit que 1. Le fait de faire cette opération ici permet d'avoir une valeur de b qui, elle, sera systématiquement nettement plus grande que 1. On va donc pouvoir approximer b par un entier, ce qui permet de simplifier les calculs dans un microcontrôleur. La formule devient donc la formule ici. Ces formules que nous venons de voir correspondent en fait à la simulation d'un filtre passe-bas de type numérique, puisque, comme nous l'avons déjà vu en cours, la sortie de ce genre de filtre s'exprime par cette relation ici. Donc avec RC qui correspond à B fois la période d'échantillonnage. Si on calcule l'effet de ce type de moyenne sur le bruit, on peut montrer que la valeur efficace du bruit est multipliée par la racine de alpha divisé par 2 moins alpha. En pratique, la valeur de alpha est nettement plus petite que 1, donc on peut pratiquement considérer que la valeur efficace du bruit sera multipliée par alpha sur 2, autrement dit divisé par 2 sur alpha. Ce qui permet de faire une équivalence entre une moyenne mobile classique puis une moyenne glissante exponentielle en disant que le nombre équivalent que l'on utiliserait dans une moyenne mobile est environ égal à 2 sur alpha dans le cadre d'une moyenne mobile exponentielle. Ceci permet donc de calculer la valeur de RC équivalente qu'on aurait sur un filtre de type passe-bas analogique. Ou, si on est dans un système numérique, permet de calculer la valeur de alpha nécessaire pour faire l'équivalent d'une moyenne sur 10 ou 100 échantillons par exemple. Un peu en marge sur les valeurs moyennes, puisqu'en fait il s'agit d'un filtre non linéaire ou d'une moyenne qui utilise des fonctions non linéaires, est ce que l'on appelle le filtre médian. Il est basé aussi sur une fenêtre de longueur k, dans laquelle on va créer un sous-ensemble avec les cas échantillons obtenus, un sous-ensemble dans lequel on va trier dans un ordre croissant les différents échantillons qui sont situés dans la fenêtre. Et sur ces différents échantillons, on va ne prendre que l'échantillon du milieu. D'où l'intérêt d'avoir une valeur de k pour la longueur de la fenêtre qui soit de type impair. Par exemple, si je prends une fenêtre de longueur 5, je prends ma suite d'échantillons ici, je prends ma fenêtre. Sur cette fenêtre, la première chose à faire sera de classer les différents échantillons dans un ordre croissant. On arrive donc au sous-ensemble X qui a 1, 2, on retrouve le 2 ici, le 4 et le 8. Sur ce sous-ensemble, on ne considère que l'élément médian, l'élément central. Dans le cas précis, la valeur de 2. Et c'est celle-ci qu'on retourne comme étant le résultat du filtre. On continue en décalant la fenêtre d'un cran. Cette fois-ci, en classant les échantillons, on a 2, 2, 3, 4 et 8. On prend l'échantillon médian qui nous donne donc une valeur de 3. Ainsi de suite. On décale d'un cran, on obtient 1, 2, 2, 3 et 8. Toujours le même principe, on prend l'échantillon médian et on trouve une valeur de 2. C'est un type de filtre qui est également beaucoup utilisé dans le domaine visuel, notamment en photographie. Ici, un exemple qui montre
ce qu'on appelle un bruit de type poivre et sel, c'est les petits points qu'on observe ici. Si on fait passer l'image en question ici dans un filtre de type médian, dans le cas précis ça a été fait avec Photoshop qui propose justement un tel type de filtre, on voit ici le résultat. Et c'est véritablement ce qui a été passé dans le filtre. Donc l'image qu'on a ici à droite correspond à l'image de gauche filtrée à l'aide d'un filtre médian. Ceci permet d'illustrer que le filtre médian a la particularité de pouvoir extraire très facilement les aberrations qu'on a dans un signal. Typiquement, ces points ici sont véritablement des points étrangers au reste de l'image, tout comme ceux-ci, par exemple, et le filtre médian permet de les supprimer. Un autre exemple ici, dans le cadre de signaux bruités, on aurait ici un signal de type sinusoïdal approximativement, bruité, mais avec en plus des aberrations qui seraient dues par exemple à des perturbations sur la ligne de transmission, genre relais qui se commute, qui fait de grosses impulsions sur le signal. Si on applique ceci aux différents filtres qu'on vient de voir tout à l'heure, si je prends tout d'abord le filtre médian qui serait ici en rouge, on obtient ce signal ici, qui est relativement propre. On voit bien que toutes les pointes qu'on avait ici ont disparu dans le signal rouge. Par contre, sur la moyenne glissante ou sur la moyenne exponentielle glissante, on voit très bien que les impulsions, par exemple sur la moyenne exponentielle glissante, ont une influence quand même importante, qu'on observe ici. Et la même chose sur la moyenne glissante, par exemple, l'impulsion qu'on a ici génère ce type de comportement. Donc on observe bien que le filtre médian permet d'enlever les perturbations qui sont de type aberration dans le signal de base. La même chose si on utilise un signal de type binaire, par exemple lorsque l'on utilise un interrupteur à l'entrée d'un microcontrôleur, on a généralement toute une quantité de rebonds qui sont dus à la vibration de la lame métallique de l'interrupteur. Si on passe dans les mêmes filtres que tout à l'heure, donc un filtre de type médian, un filtre de type moyenne glissante ou un filtre de type moyenne exponentielle glissante, on constate que le filtre médian donne une réponse extrêmement franche. C'est d'ailleurs une des particularités de ce genre de filtre. Il ne génère aucune valeur qui n'était présente dans l'ensemble des échantillons. Contrairement à la moyenne, où on va trouver des valeurs obligatoirement qui ne seront pas présentes dans les échantillons. Si je prends un exemple où j'ai seulement deux échantillons, 1 et 2, on en fait la moyenne, ça fait 1,5. 1,5 n'est pas présent dans l'ensemble des échantillons. Avec le filtre médian, on n'obtient que des valeurs qui sont dans l'ensemble des échantillons. Ceci implique que pour les moyennes glissantes et moyennes exponentielles, on va être obligé d'utiliser un système à cycle d'hystérèse et définir si on dépasse une certaine valeur de seuil, on considère qu'on est à l'état 1, et si on est en dessous du seuil inférieur, là on sera à l'état 0. Même si visuellement ici sur la figure, le filtre médian a l'air d'être une solution extrêmement efficace, en pratique, on utilise quand même très souvent le filtre moyenne exponentielle glissante pour filtrer les rebonds, ne serait-ce que parce qu'elle est très très simple à mettre en œuvre, puisqu'un simple filtre passe-bas de type RC permet de faire ce type de filtrage. Toujours dans l'optique d'essayer de récolter un signal qui est noyé dans le bruit, une technique couramment utilisée est la technique de l'intercorrélation. Elle se base sur le fait que l'on va mémoriser un signal qu'on appellera de référence, qui est le signal qui est attendu. On connaît la forme du signal qu'on va transmettre. Et ce signal, évidemment, est reçu, donc noyé dans du bruit, qui sera notre signal X de n. L'intercorrélation
se calcule à l'aide du produit de convolution, comme on voit ici. Et très concrètement, si on fait l'opération mathématique en prenant ce signal de référence, qui est un signal sinusoïdal à une certaine fréquence, alors que le signal de base a une autre fréquence, puis ponctuellement, on insère ce signal de référence en faisant l'intercorrélation entre le signal de référence et le signal reçu, on obtient ce type de réponse pour l'intercorrélation. Donc on voit bien qu'on a un signal pratiquement nul jusqu'au moment où on arrive sur le signal concerné, donc ici. Nul ensuite, parce qu'on ne retrouve plus du tout le signal de référence dans cette portion de signal ici. Et de nouveau ici, on retrouve le signal de référence avec un maximum qui correspond au moment où la fenêtre du signal de référence est exactement centrée sur l'apparition du signal de référence dans le signal incident. Ici, c'est un exemple uniquement avec des sinus. C'est évidemment pas le but fondamental de ce genre de traitement. On va donc plutôt l'utiliser avec des signaux bruités. Je reprends toujours le même signal de référence ici, qui est noyé dans un bruit de façon auditive. Cela donne la chose suivante. Pour commencer, le signal de base, donc c'est le signal de référence qui est répété à intervalles plus ou moins réguliers. Ce signal est ensuite noyé dans du bruit. Dans le cas précis, j'ai choisi une valeur de rapport signal sur bruit de l'ordre de moins 28 dB, donc un petit peu en dessous de moins 30 dB. Autrement dit, le signal est environ 30 décibels au-dessous du niveau de bruit, en valeur efficace bien sûr. En faisant l'intercorrélation, on arrive à ceci. Donc on voit très clairement les endroits sur lesquels l'intercorrélation permet de reconnaître la présence du signal de référence. Alors que dans l'échantillon audio que je vous présentais tout à l'heure, il est très très difficile, même de façon auditive, et pourtant notre oreille est un excellent outil, il est très très difficile de percevoir le bruit. Pardon. Dans l'exemple audio que je vous présentais tout à l'heure, il est très très difficile d'entendre, et pourtant notre oreille est un excellent outil, d'entendre le signal de référence qui est noyé dans le bruit. Tout ça simplement parce que ce rapport de signal-bruit d'environ moins 30 dB ne permet plus auditivement d'extraire le signal du bruit ambiant. Une autre façon de procéder, qui est plus utilisée celle-ci sur des appareils qu'on appelle des lock-in amplifiers, qui permet de détecter le signal sur la base d'une modulation avec une porteuse. Donc ici aussi, on suppose que l'on connaît la forme du signal. Dans le cas précis, on a pris un sinus. On effectue le produit de la porteuse avec le signal dans lequel on aimerait retrouver le signal qui nous intéresse. Lorsqu'on effectue les transformations trigonométriques sur ce genre d'expression, on obtient cette expression ici. On constate qu'on a d'une part la soustraction entre la fréquence du signal et la fréquence porteuse, et ici l'addition entre la fréquence porteuse et la fréquence du signal. Si on choisit une fréquence exactement identique pour la fréquence du signal de celle de la fréquence porteuse, tout ce terme ici va s'annuler. Autrement dit, tout ce terme ici ne dépend plus du temps. On a donc une composante purement continue. Et cette composante continue permet de caractériser la présence du signal dans le signal complet.
Donc ça permet d'isoler le signal, même si le bruit ambiant est relativement important. Donc ceci s'utilise généralement sur des appareils qui sont faits pour pouvoir récupérer un signal, généralement sinusoïdal, qui est noyé dans un bruit. Une autre technique est d'utiliser le PLL qui forme en quelque sorte une sorte de détection synchrone ou de corrélateur. On peut le voir des deux façons. Comme nous l'avons déjà vu, il est composé d'un comparateur de phase dans la version numérique. C'est donc un simple ou exclusif. Il est composé d'un filtre passe-bas dans la version numérique, un filtre passe-bas qui a donc été réalisé sous forme logicielle, d'un VCO qui lui aussi est réalisé sous forme logicielle. À noter que le signal d'entrée ici n'est pas obligatoirement un sinus ou un carré, mais ça peut être des signaux nettement plus complexes, comme des pseudo-bruits par exemple. Pour rappel, voici par exemple ce que permet de faire un PLL. Donc on peut l'utiliser comme détecteur de présence d'un signal dans un environnement bruité. Ici en rouge, l'entrée du système, qui est que du bruit dans cette partie ici. À partir de cet instant ici, on superpose un signal de type sinusoïdal au bruit existant. Donc on voit que l'amplitude est passablement modifiée par le bruit présent. Et on voit aussi que le PLL, en à peu près une période du signal incident, réussit à se verrouiller puis à détecter la présence du signal.